Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on poursuit avec vous notre relecture de la Chambre des Secrets en retrouvant Harry et Ron qui se sentent bien seuls depuis qu'Hermione s'est fait pétrifier. D'autant plus que les rebondissements dans l'enquête vont bon train puisque Dumbledore s'est fait suspendre de son poste de directeur et Hagrid, quant à lui, s'est littéralement fait enfermer à Azkaban par, je cite, mesure de précaution. Tout ce qu'il reste à Harry et Ron, c'est donc le conseil mystérieux que Hagrid leur a lancé avant d'être enfermés. Suivez les araignées. Et c'est bien ce qu'on risque de faire malgré les dangers qui nous attendent au bout de cette piste. Si Aragog nous laisse la vie sauve, on va pouvoir retrouver vos hiboux dans la volière en fin de chapitre, et on en profite dès maintenant pour rappeler ce qu'on a annoncé récemment sur nos réseaux moldus. On a fait le choix pour le moment d'espacer un peu plus la sortie de nos épisodes parce que depuis la reprise de nos vies moldues, on va dire post-confinement, il nous est un petit peu plus difficile qu'avant de sortir un épisode par semaine. On a donc fait le choix d'espacer pour le moment la sortie des épisodes à un samedi sur 2. Et on est bien sûr désolé pour ceux qui sont à jour et qui s'impatientaient parfois déjà que le prochain épisode sorte. Mais voilà, on a à cœur d'enregistrer nos podcasts dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient, le meilleur possible tout simplement. Notre passion pour notre fréquence 9/3/4, c'est souvent un jeu d'équilibriste en fait avec nos vies professionnelles. Et pour que ça soit le plus confortable pour nous et pour que le plaisir reste le même, on va donc espacer un peu plus les sorties. Suivez-nous bien sur les réseaux si vous voulez être tenus au courant. Allez, je crois que Harry et Ron, eux aussi, ils nous ont attendus. Il est donc temps de les retrouver. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 15. Aragog. Nous retrouvons Poudlard alors que l'été pointe le bout de son nez. Pourtant, l'ambiance est assez pesante à l'école de magie. On ne voit plus Hagrid arpenter le parc avec son fidèle croque-dur, et les élèves en plus sont de plus en plus inquiets depuis le départ de Dumbledore, redoutant à chaque instant de nouvelles victimes. Et en plus de ça, Harry et Ron n'ont même pas le droit de rendre visite à Hermione à l'infirmerie, par mesure de précaution. Ils aiment bien les mesures de précaution à Poudlard. Pour le plus grand bien. Harry, de son côté, pense aux derniers mots du directeur. Une aide sera toujours apportée à Poudlard. D'accord, mais par qui ? En revanche, l'indice de Hagrid est beaucoup plus explicite, mais par manque de chance, depuis, Ron et Harry ne trouvent plus d'araignées à suivre, et l'interdiction de se déplacer seuls dans les couloirs ne leur facilite pas la tâche. Une des seules personnes qui semble apprécier la situation, c'est Drago Malfoy. Il arpente les couloirs comme un larron en foire. Oui, j'ai dit larron en foire, et j'assume. C'est lors du cours de potions que Harry en découvre la raison. Sans prendre la peine d'essayer d'être discret, il se félicite que ce soit son père qui soit arrivé à faire partir Dumbledore. Il espère qu'il va y avoir un nouveau directeur, soi-disant digne de ce nom qui va autoriser l'ouverture de la Chambre des Secrets. Alors c'est quand même fort, Drago espère qu'un directeur permette l'ouverture de la Chambre des Secrets pour qu'un monstre tue des enfants de Moldus. Autant que le directeur refuse les nez moldus dans l'école, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus safe. Mais lui, il a la méthode directe. C'est un directeur qui dit « Ouais, venez les nez moldus » et puis qui balance en basilic sur eux. Lâchez le monstre. Et peut-être même que McGonagall, la directrice intérimaire, ne va pas durer longtemps, elle aussi. Alors que Rogue passe à côté de lui, Drago lui demande pourquoi il ne se porte pas candidat au poste de directeur. En plus, c'est sûr qu'il aura le vote de son père. En esquissant un sourire, Rogue fait remarquer à Drago que Dumbledore est seulement suspendu et qu'il ne doute pas qu'il va être de retour. Je me demande vraiment si Rogue apprécie les Malfoy. Est-ce que Rogue apprécie beaucoup de monde ? T'as l'impression Est-ce qu'il apprécie Drago ? Je pense que... Ah, il doit avoir de la sympathie pour lui quand même. Parce qu'il le protège dans le 5e tome ? Non, dans le 6e, tu veux dire. Dans le 6e tome, ouais. Je me perds dans les tomes. Dans le 6e tome, je pense que oui, il veut le protéger de ce qu'il pourrait devenir, mais je doute qu'il ait quand même beaucoup d'amitié pour Lucius, peut-être pour Narcissa, pas pour Bellatrix, pour Narcissa peut-être,
Mais pas pour Lucius. Bah, je me dis que sans doute que Rogue voit en Drago le fils qu'il aurait pu avoir, en tout cas beaucoup plus que chez Harry, même si c'est le fils de Lily, la femme qu'il a aimée, parce qu'il a une aversion pour Harry parce qu'il ressemble beaucoup trop à son père, alors que Drago, peut-être qu'il est plus à l'image du fils parfait qu'il aurait pu peut-être avoir avec Lily dans son fantasme, tu vois, je sais pas. L'enfant serpentard, ambitieux, un peu roublard et tout. Oui, après, raciste envers les Némoldus, je pense pas, puisque Lily elle-même était une Némoldue. Ouais, enfin bon, Rogue, après, c'est toujours un peu complexe les Ouais, débats c'est sur sûr. Rogue, mais il traite de sang de bourbe Lily, quoi, donc est-ce que, bon, voilà, c'est un peu complexe, mais je pense qu'il a de la sympathie pour Drago, en tout cas, sans doute beaucoup plus que pour Lucius, parce que Lucius, c'est un lâche, quoi. Je pense pas que Rogue ait beaucoup de sympathie pour Lucius. Narcissa, je sais pas. Mais pour Drago, il a l'air d'en avoir et que ça a l'air d'être sincère quand même. Après, je pense C'est qu'il a son chouchou. peut-être pas son côté, son petit côté fanfaron. Ouais, je pense que ça va être l'épisode des expressions désuètes, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être que Rogue, il aurait aimé être un peu plus comme Drago aussi quand il était élève, parce que je sais pas si Drago il est populaire, mais en tout cas il est un peu redouté, tu vois. Alors que Severus, quand il était à Poudlard, c'était comment dire, personne lui adressait la parole, etc. Donc tu vois, il était pas populaire du tout, alors que Drago l'est. Donc ouais, c'est pour ça que je dis un peu fils parfait, tu vois. En tout cas dans son fantasme. Alors que la cloche sonne, Drago ajoute pour ses amis qu'il s'étonne que les sangs de Bourbe n'aient pas fait leur valise, et qu'il trouvait dommage qu'Hermione ait survécu. Alors que Ron bondit de sa chaise, il est emporté par la mêlée d'élèves qui se hâtent de sortir de cours. Pendant le cours de botanique peu animé, quelque chose de surprenant se passe. Ernie Macmillan s'excuse d'avoir soupçonné Harry. Ce qui l'a fait changer d'avis, le fait qu'Hermione soit une des victimes. Je trouve ça un peu bancal, tu vois. Ah, c'est pas le monstre parce qu'il a pas attaqué sa pote, mais si c'était vraiment le monstre, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Enfin, j'ai trouvé ça un peu ridicule comme excuse de la part d'Ernie Macmillan. De toute façon, la théorie de Ernie avec Anna Abbott et compagnie, c'est ridicule de base parce que Hermione, ça a toujours été son amie, tu vois, donc ils ont jamais pris ça en considération quand ils ont accusé Harry, tu vois. C'est-à-dire, ils ont l'air de découvrir qu'Hermione est une émoldue alors qu'ils devaient le savoir. Mais en tout cas, pour Harry, ça fonctionne puisqu'il accepte ses excuses en lui serrant la main. Alors que Ron, Harry, Ernie et Anna font équipe pour tailler les figuiers d'Abyssinie, quelque chose attire le regard d'Harry. Des araignées qui se dirigent vers la forêt interdite. Alors que le professeur Chourave accompagne les élèves au cours de défense contre les forces du mal, Harry et Ron traînent un peu à l'arrière du groupe pour parler discrètement. Harry explique à Ron qu'ils vont devoir se servir de la cape d'invisibilité afin d'aller dans la forêt. En plus, il pourrait peut-être emmener Croque-Dur puisqu'il a l'habitude d'y aller avec Hagrid. Mais tout ça, ça inquiète un peu Ron. Araignée, plus forêt interdite, plus éventuellement des loups-garous, il court certainement à la catastrophe. En tout cas, il y en a bien un qui n'est plus inquiet, c'est Lockhart. Pour lui, inutile de faire des mines sinistres, tout danger est écarté. Bah oui, enfin, le ministère de la Magie n'aurait jamais emmené Hagrid s'il n'avait pas été sûr à 100% qu'il était coupable. Harry retient Ron de répondre à Lockhart lorsque celui-ci, devant le désaccord de Ron, lui dit qu'il se flattait d'en savoir un peu plus que lui sur l'arrestation d'Hagrid. Mais Harry se retient lui-même, il sait que Lockhart n'a aucune considération pour Hagrid, mais il se contente simplement de glisser un mot à Ron, « Allons-y, dès ce soir ». Ce qui fait pâlir d'effroi Ron, mais ce dernier se reprend tout de suite quand il voit la chaise vide d'Hermione. Le soir même, à la fin du dîner, Harry s'empresse d'aller chercher sa cape d'invisibilité dans sa chambre. Enfin, après que tout le monde soit parti se coucher, Harry et Ron s'enveloppent dans la cape. Après avoir esquivé les professeurs en charge de la surveillance des couloirs, Harry et Ron arrivent à la cabane d'Hagrid. Le pauvre Croque-Dur est si content d'avoir de la visite qu'il lance des aboiements joyeux capables de réveiller tout le château. Et j'adore la méthode qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on souhaite qu'un chien arrête d'aboyer. Il suffit de lui donner des caramels qui lui collent les dents. Le pauvre Croque-Dur. Faut avoir des caramels quand même assez ratés quand même pour pouvoir coller les dents d'un molosse comme Croque-Dur. Ah, apparemment ceux de Hagrid ils font l'affaire. Hein. Ouais. Déjà je pense que nous ça nous casserait les dents, je pense.
Attention, la nourriture trop grasse, trop sucrée peut nuire à votre chien. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé. L'aventure de ce soir s'arrête là pour la cape d'invisibilité. Leur décision est irrévocable. Flambeau arrêté pour la cape d'invisibilité. En effet, l'obscurité de la forêt interdite permet de s'en passer. Seul un lumos est nécessaire pour repérer les araignées sur le chemin. Après, même s'il y avait de l'obscurité, je sais pas toi, mais je crois que je prendrais toujours la quête d'invisibilité. Parce que t'es quand même vulnérable quand tu peux être vu. Ah, je sais pas, enfin moi ce serait pas un argument, tu vois. Bon, il fait sombre, on va pas nous voir. D'accord, mais dans la forêt, plein de trucs bizarres pourraient vous voir. Enfin, je sais pas, moi j'aurais mis la cape, quoi. Bah, puis même pour échapper aux araignées, par exemple. Ouais. Elles ont pas une vision nocturne, elles voient pas à travers la cape d'invisibilité, les araignées. Ouais, je crois pas, non, je crois pas que les acromantules puissent faire ça, mais ouais, je pense que là, elle indique ça pour, pour montrer pourquoi les garçons, ils la laissent dans la cabane, parce que je pense que c'est un moyen pour elle, pour J.K. Rowling, hein, de se débarrasser de la cape, parce que sinon, ça serait un peu compliqué pour qu'il se fasse capturer après. Donc oui, c'est fait pour ça. Et en même temps, ça reste discutable parce que même pour des garçons de 12 ans, je veux dire, t'as une cape comme ça, tu la gardes quand tu sais que tu vas dans la forêt interdite, c'est un peu bizarre leur choix. Après, dans la forêt, ça peut être un peu chiant avec les branchages et compagnie. Oui. T'es pas libre de tes mouvements, c'est un peu compliqué. Je préfère ne pas être libre de mes mouvements, mais être invisible, que l'inverse. Alors, par contre, je pense que les auditeurs l'ont remarqué, mais j'ai du mal à dire invisibilité. Je crois qu'à chaque fois que je dis cape d'invisibilité, ça veut rien dire. Cape d'invisibilité. Je l'ai remarqué dans l'épisode suivant, parce que oui, parfois j'écoute nos épisodes, ça nous permet de s'améliorer parfois sur certains points, et j'ai remarqué que j'avais vraiment du mal à dire invisibilité. Enfin voilà, autocritique. Pendant une vingtaine de minutes, les amis marchent dans le silence, à l'affût du moindre bruit étrange. Mais soudain, les araignées changent de direction et quittent le sentier. Impossible de voir ce qu'il y avait hors du sentier. Il n'y a que les ténèbres. Harry se souvient que Hagrid lui avait dit un jour de ne surtout pas quitter le sentier. Mais ça, c'était avant. Avant qu'il ne soit enfermé dans une cellule à Azkaban pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors, Ron et Harry s'enfoncent dans le sous-bois accompagnés de Croque-Dur. Encore une demi-heure de marche passe, mais soudain, Croque-Dur lance un aboiement retentissant. En effet, Harry a vu quelque chose bouger, et cette chose se ferait un chemin parmi les arbres sur leur droite. Terrifiés, immobiles, ils attendent. Mais la forêt est à nouveau silencieuse. Selon Ron, la chose attend pour attaquer. Après quelques instants, alors que Harry demande à Ron s'il pense qu'il est parti, un rayon de lumière puissant jaillit. Et alors que Croque-Dur effrayé tente de s'enfuir, il se prend les pattes dans un buisson d'épines et se met à japper de plus en plus fort. D'un air soulagé, Ron fait remarquer à Harry que la chose effrayante est en fait la voiture. La voiture! Elle se trouve en effet dans une clairière, elle est vide, les phares allumés et la végétation a poussé sur la carrosserie. Est-ce qu'on peut dire que la voiture, elle est entre guillemets vivante? Est-ce que la magie la rend comme un personnage? J'ai l'impression qu'elle a un peu développé une intelligence artificielle, ou du moins une conscience artificielle. C'est la question que je me pose un peu sur tous les objets ensorcelés, tu vois, parce que, ouais, on a l'impression qu'ils développent un caractère, on a l'impression que ça devient des personnes, tu vois ce que je veux dire? Et clairement, la voiture, par exemple, quand elle va venir sauver Harry et Ron, spoiler, juste après, eh ben, elle le fait par choix, tu vois, elle décide de le faire. Je me demande, est-ce que la magie, ça crée pas la vie un peu, tu vois, sur les objets? Ouais, je sais pas comment on peut la considérer. Clairement, c'est un personnage. C'est un personnage de l'histoire, la voiture. Ah bah c'est clair. C'est un personnage badass. C'est une figure féminine badass. Et d'ailleurs, J.K. avait dit qu'elle avait le projet de réutiliser la voiture par la suite dans un tome d'après, et finalement, ça s'est jamais vraiment incorporé. C'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle revient pas du tout à la Ford Anglia. Elle aurait pu, tu sais, pendant la bataille de Poudlard. Le prochain spin-off. Ouais. Alors, petite question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais d'où vient la Ford Anglia, ou pourquoi une Ford Anglia dans Harry Potter? De mémoire, c'était pas la première voiture de J.K.? Alors, pas vraiment, mais en tout cas, c'est lié à sa vie, ouais. Non, tu t'en souviens plus? Non, je pensais que c'était sa première voiture. En fait, c'était la voiture de son meilleur ami durant sa jeunesse, Sean Harris. Et en fait, ce second tome lui est dédié.
Donc la dédicace qu'il y a au début de la Chambre des secrets, c'est pour Sean P.F. Harris, un spécialiste du départ sur les chapeaux de roue et un ami du mauvais temps. Et en fait, parce que Sean Harris, donc c'était son meilleur pote et il avait une Ford Anglia et c'est ce qui leur permettait d'aller en vadrouille, de se rendre à des soirées, etc. Et d'ailleurs, on peut les voir tous les deux, J.K. Rowling et Sean Harris, dans le documentaire de la BBC qui s'appelle Harry Potter and Me, qui avait été diffusé en 2001 et on peut le retrouver facilement sur YouTube. Donc c'est assez sympa parce que elle retrouve son ami d'enfance qui avait cette fameuse Ford Anglia. Et d'ailleurs, Sean Harris, c'est lui qui a inspiré le personnage de Ron, hein, la figure du meilleur ami, évidemment. Et c'est donc en toute logique que la Chambre des secrets est dédiée à Sean Harris. Classe. Ron fait remarquer qu'elle est comme retournée à l'état sauvage, la voiture. Contrairement aux deux autres, Croque-Dur, lui, il est toujours terrifié par la voiture et il tremble contre Harry. Malgré ce soulagement, Harry fait remarquer qu'ils ont perdu la piste des araignées. Non, il y a un truc pour Croque-Dur, je comprends pas, parce qu'en vrai, il est tout le temps flippé dans Harry Potter à l'école des sorciers. Il a trop peur dans la forêt interdite, lorsqu'ils font l'escapade de la retenue avec Drago, Harry et compagnie. Et même là, il est terrifié, alors à juste titre, hein, mais il doit être en permanence terrifié avec Hagrid. Quand tu vois les créatures magiques qu'il soigne ou quand il va tout le temps en vadrouille dans la forêt interdite, le chien, en fait, il a en permanence peur. Ouais, en fait, pourquoi Harry et Ron ils le prennent? Est-ce que c'est pour se rassurer, même s'ils savent qu'il il sera d'aucune utilité? Et puis, est-ce que Hagrid il l'emmène vraiment dans la forêt interdite? Ouais, c'est une bonne question. Après, je sais pas, j'ai toujours vu Croque-Dur comme une espèce de double animal de Hagrid, parce que Hagrid, c'est un demi-géant, il est impressionnant, puis en fait, il a un cœur en or, c'est un gros nounours, et en fait, son chien, il est exactement à son image. Ron, il répond pas à Harry, et il fixe quelque chose derrière lui, d'un air terrifié. Avant que Harry ait eu le temps de se retourner, une chose poilue et puissante le prend par la taille. Ron et Croque-Dur sont capturés à leur tour. La tête en bas, Harry découvre les 6 pattes de son agresseur, en plus des 2 autres qui le tiennent fermement. 2 créatures semblables tenant Ron et Croque-Dur suivent celles de Harry dans les profondeurs de la forêt. Au bout d'un long moment, Harry aperçoit une quantité énorme d'araignées qui grouillent sur le sol, puis il pénètre bientôt dans une grande fosse. Dans cette fosse se trouvent d'énormes araignées terrifiantes. Parvenu au centre de la fosse, l'araignée lâche enfin Harry qui se retrouve au milieu d'une foule d'araignées qui font claquer leurs pinces d'un air menaçant. Ron et Croque-Dur sont lâchés à côté de lui. Ron, comme Harry, a l'air si terrifié qu'il ne parvient pas à crier ni à bouger. T'aurais réagi comment, toi, qui as la phobie des araignées? Je crois que je serais tombée dans les vapes. C'est vrai? Ouais, je serais dans les vapes, je pense. Mais mais déjà, je me suis posé la question, est-ce que si Jérém était emprisonné injustement à Azkaban ou une prison quelconque, et si la possibilité de le sortir de cette prison alors qu'il est innocent, c'était les araignées, je crois que tu serais toujours en prison à l'heure actuelle. Ah, moi? Non, je plaisante. Non, mais franchement, je faudrait vraiment prendre sur moi. Parce que l'arachnophobie, c'est la phobie la plus répandue, je pense. Mais même si elle est répandue, elle en est pas moins terrifiante, hein. Moi, j'ai même peur des toutes petites araignées. Pour moi, c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'elle m'attaque. Qu'une araignée, si elle me voit, elle me fonce dessus. Je me sens vraiment persécutée par les araignées. C'est quand même dramatique, hein. Alors que les araignées, je crois qu'elles ont tout aussi peur, voire plus peur que les humains, quoi. Je sais pas si elles ont plus peur que moi. Je sais pas si c'est possible. Sinon, tu fais une crise cardiaque. Je me demande s'il y a pas quelqu'un un jour qui s'est fait arrêter et qui, pour se donner en spectacle, dit si vous voulez découvrir quelque chose, suivez les araignées. Je sais pas s'il y a une vidéo qui existe de ce genre-là. Et toi, t'aurais réagi comment? Franchement, j'aime pas trop les araignées non plus. J'ai pas la phobie des araignées, mais je suis pas très rassuré. Alors après, j'ai vécu avec ma mère qui a la phobie, mais peut-être encore plus que toi. Donc, je pense que c'est pour ça que les araignées, la présence des araignées m'a jamais rassuré. Mais comment dire, je vais pas les prendre dans la main pour les guider délicatement dehors, etc. Non, ça, je peux pas. Donc, ouais, effectivement, je crois que je serais mort de trouille à ce moment-là. Une des raisons pourquoi j'adorerais aller en Australie,
mais la faune australienne me fait terriblement peur, notamment ces araignées géantes. Hein. Ça me... je pourrais pas. On a tous vu ces images. Ah mon Dieu. Non. Et si avec les araignées... Ah ouais, les scorpions, etc. Non. Si, les scorpions, Si, moi aussi en Australie. En Australie, il y a tout. Il y a les serpents, il y a ouais. toutes les espèces d'insectes les plus dangereux sont en Australie. Je crois que je serais pas du tout écolo, mais je me baladerais avec une aura d'insecticides autour de moi en permanence. Bah, c'est surtout dans la... Comment ça s'appelle, la outback, je crois, australienne. Enfin, c'est dans la campagne. Ouais, une sorte de maquis. Le désert australien, quoi. Ouais. Alors, on va quitter le désert australien pour revenir dans la forêt interdite. L'araignée qu'il venait de lâcher à Harry se met à crier en appelant un certain Aragog. Puis, la plus grande des araignées du groupe fait alors son apparition. Au vu de la couleur grisonnante de ses poils et ses yeux blanchâtres, c'était aussi l'araignée la plus vieille. Aragog demande si c'est Hagrid qui vient lui rendre visite. Mais l'araignée lui répond que non, ce sont des étrangers. Alors Aragog répond simplement de les tuer avant de repartir dormir. À ce moment-là, Harry s'écrie qu'ils sont des amis de Hagrid. Aragog reste silencieux puis il fait remarquer que Hagrid n'a jamais envoyé aucun humain. C'est ce que je devrais répondre la prochaine fois que je vois une araignée qui court vers moi. Je suis un ami d'Hagrid, laisse-moi tranquille, retourne dehors, s'il te plaît. Ne fais pas de nid dans mes rideaux. Je crois que c'est plutôt l'araignée qui essaierait de te dire je suis un ami d'Aragog et qui voudrait que tu lui épargnes la vie, mais bon. Non, je les tue pas. Je mandate quelqu'un pour les tuer ou pour les mettre dehors. Mais je n'ai jamais tué une araignée de ma main parce que c'est impossible, j'ai trop peur de les taper. Bah, c'est vrai que il faut pas les tuer, hein. Et je crois même qu'une araignée d'intérieur, je crois que c'est pas mauvais en fait pour l'intérieur d'une maison. Non, et puis on devrait tuer aucun insecte, hein, aucun animal, hein, du moment où t'as pas le droit de vie ou de mort sur une espèce vivante. Mais ouais, c'est vrai, j'avoue, hein, c'est terrible et je m'en veux, je culpabilise, hein, quand parfois l'araignée elle est si grosse que t'as pas le choix de la tuer, je m'en veux parce que je sais qu'elle me veut pas du mal, tu vois, elle vit simplement. Mais c'est une peur tellement primaire que je pourrais pas dormir dans un appartement où je sais qu'il y a une araignée. Je pense que j'y mettrais soit le feu ou je déménagerais. Mais ah non, mais en plus j'ai vécu à la campagne, j'ai vu des spécimens horribles, terribles. Ah, histoire vraie, quand j'habitais à Caen, en Normandie, j'ai déjà eu des voisins dans l'appartement du dessous qui sont partis de l'appartement. On les a plus jamais revus parce qu'ils avaient trouvé une souris dans l'appartement. C'est une histoire vraie, hein. On a remarqué qu'ils étaient plus là et on avait eu la réponse de la part de l'agence, c'est parce que ils avaient plus voulu remettre un pied dans l'appartement parce qu'ils avaient vu une souris. Je sais pas où est-ce qu'ils habitent aujourd'hui. J'espère qu'ils n'ont plus jamais revu de souris de leur vie. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire aussi. Alors après peut-être qu'on s'était fichu de moi ou peut-être que c'est des fake news un peu qu'on se relaie comme ça, mais que si tu relâches une araignée qui s'est installée chez toi et que tu la relâches dehors, il y a des grandes chances qu'elle meure dehors parce que il y a plein de types d'araignées qui sont faits pour vivre à l'intérieur, qui se sont qui ont évolué en fait pour vivre domestiquement, tu vois, mais dans la nature, elles meurent. Si elles retrouvent pas un intérieur, elles meurent. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est un lobby des araignées. Si on a des experts arachnophobes, non pas arachnophobes, arachnéens, je sais pas comment on pourrait dire, spécialistes des araignées, voilà. Dites-nous. C'est plus simple. Du coup, Aragog, donc il reste silencieux puis il fait remarquer que Hagrid n'a jamais envoyé aucun humain, mais Harry lui répond que Hagrid a des ennuis et que c'est précisément pour ça qu'ils sont venus. Sans avoir la force de se lever, Harry poursuit son récit assis par terre. Il explique à l'énorme araignée qu'à Poudlard, les gens pensent que Hagrid a lâché quelque chose. À Poudlard, les gens pensent que... Alors forcément, il dit quelque chose pour pas dire monstre, hein, parce que ça c'est pas très respectueux à ce moment-là. Et c'est pour ça, en fait, que Hagrid a été emmené à Azkaban. Aragog semble furieux. Il agite nerveusement ses pinces et toutes les autres araignées l'imitent. Le bruit glace le sang de Harry. Et sûrement celui de Ron et Croque-Dur aussi, même si c'est pas précisé. Aragog explique que tout ça s'est passé il y a des années. C'est pour ça que Hagrid a été renvoyé.
Tout le monde croyait que c'était lui, le monstre de la Chambre des Secrets. Lui, c'est-à-dire Aragog. Mais c'était totalement faux, bien sûr. Hagrid l'avait en fait recueilli auprès d'un voyageur alors qu'il n'avait pas encore éclos. Hagrid s'est occupé de lui malgré son jeune âge et ils sont devenus amis. Bah oui, amis avec une acromontule, pourquoi pas. Évidemment, quand on l'a accusé d'avoir tué une élève, Hagrid l'a protégé. Depuis, il vit ici dans la forêt. Il a pu fonder une famille avec Hagrid qui lui a apporté son épouse, Mossag. C'est un peu triste quand même la vie sentimentale d'une acromontule. Hein. C'est tiens, voilà ta femme. Je sais pas si elle te plaît, mais reproduis-toi avec des milliers et des milliers d'araignées. Oui, et puis c'est forcément un peu consanguin du coup les araignées parce que ils sont partis. C'est un peu Adam et Ève et puis ils sont je sais plus combien maintenant. Donc il y a bien des frères et des sœurs qui ont fait la chose. Comme les chats, les chats sauvages. En prenant tout le courage qui lui reste, Harry lui demande s'il n'a jamais attaqué personne. As-tu jamais attaqué personne? T'es sûr de toi que t'es pas le monstre? On fait ça parce que quand je stresse, dans ma vie personnelle, mais aussi ma vie professionnelle, quand je suis en état de stress, j'ai la voix d'une chèvre en fait. J'ai la voix chevrotante, je fais c'est terrible. Ça s'entend peut-être dans le premier épisode, je sais pas. Peut-être. Revenez au chapitre 1 du tome 1. Je peux pas cacher mon stress parce que ma voix, j'arrive pas à la contrôler. Je vais très bien. Aragog grogne à Harry que non, par respect pour Hagrid, il n'a jamais attaqué un humain. La fille a été tuée dans les toilettes, alors que lui, Aragog, ne connaissait du château que son placard. Harry lui demande alors s'il connaît le monstre qui a attaqué la fille. Par contre, c'est triste. Enfin, elle est sortie du placard. La acromantule. Elle a passé une grande majorité de sa vie dans le placard et elle en est sortie. C'est un super coming out. Après là, c'est comme ça qu'on dit en français, sortir du placard, coming out. Oui. Non, oui, d'accord. Ouais, preuve que non, parce que son épouse, c'est Mossag. Mais ça me rappelle un peu Norbert le Dragon dans le tome 1, parce que c'est quand même horrible pour une grosse acromantule comme ça d'être enfermé dans un placard, juste parce que Hagrid, il a une affection pour cette créature-là, mais son élément naturel, ouais, c'est plus la forêt interdite en vrai qu'un pauvre placard dans un château, quoi. Oui, mais ça fonctionne pareil comme pour les lapins, les poissons, les oiseaux... Ouais, alors après t'as des animaux qui se domestiquent plus ou moins, alors que là une acromantule... un oiseau, je suis pas sûre qu'il soit hyper heureux en cage. Hein. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu ambigu avec Hagrid, c'est qu'il adore les créatures et en même temps il a cet instinct de les domestiquer, alors que c'est pas forcément bon pour eux en fait. Non, mais c'est l'humain, hein, c'est nous. Hein. Par exemple, j'adorerais avoir un petit lapin. Mais oui, non, mais c'est vrai, on a même... parfois, on se demande, on a des chats en appartement, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans cet appartement où ils n'ont pas d'extérieur? Mais on les aime tellement, on pense qu'on fait tout bien pour qu'ils aient une vie parfaite, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment? C'est ça, on veut tellement contrôler les choses et même si on leur offre tout le confort, et est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Même si on fait... comment dire? On a tendance, même sans vouloir un mal, on a tendance à s'imposer supérieurement aux animaux. Ouais, c'est comme un peu les zoos, hein, tu vois. Les zoos, c'est des animaux qui sont enfermés. En même temps, aujourd'hui, c'est une façon de préserver aussi certaines espèces animales, tu vois, qui sont en danger dans leur habitat naturel. Donc ouais, il y a ce truc où généralement, quand on aime les animaux, quand on leur... aimer les animaux, souvent, c'est les domestiquer ou en tout cas les apprivoiser. C'est ce que fait Hagrid. Harry lui demande alors s'il connaît le monstre qui a attaqué la fille, car les attaques ont repris. Sa question provoque à nouveau une vague de cliquetis nerveux chez les araignées. Aragog répond que c'est une créature très ancienne que les araignées craignent par-dessus tout. À l'époque, il avait supplié Hagrid de le laisser partir quand il a réalisé que cette créature rôdait dans le château. La peur est tellement forte que les acromantules ne parlent jamais de cette créature et ne la nomment jamais. Même à Hagrid, Aragog n'a jamais dit de quoi il s'agissait. Ça rappellerait pas quelque chose, ça, quelque chose qui fait peur et dont on dit jamais le nom dans Harry Potter? Non, je vois pas de quoi tu parles.
Si je vois dans ton regard que les auditeurs ne peuvent pas voir que tu te moques. Mais d'ailleurs, ça va être dit plus tard, je crois que ça doit être dans les pensées de Harry, où il se dit ce monstre, c'est une espèce de Voldemort animal. Aragog semble fatigué et il commence à s'éloigner tandis que le reste des araignées se rapproche de plus en plus d'eux. Harry, d'un ton qu'il essaye de faire passer comme naturel, dit qu'il ne leur reste plus qu'à partir désormais. Oh on va y aller, c'était bien. C'est pas tout, mais vous avez vu l'heure, faut qu'on y aille. Hein. On se revoit. À la revoyure. On se revoit, on se contacte par SMS, on se fait un michoui. Hein. Un michoui. On se voit à la kermesse. Peut-être au pont du 14 juillet. Hein. Au bal des pompiers. Oh, on t'attend, nous déçois pas. Oh, putain, elle est tellement longue cette blague, elle n'en finit jamais. Elle peut durer des heures. Mais Aragog ne l'entend pas de cette oreille. Enfin, si les araignées ont des oreilles. Je me suis posé la question en fait. Est-ce que c'est pas sourd une araignée? Je sais pas si c'est... Ouais. Enfin, en tout cas, les acromantules, non, parce qu'elles peuvent communiquer avec les sorciers. Mais c'est pas précisé qu'elles ont des oreilles. Préciser qu'elles ont... Ouais. Oui, ils ont forcément un conduit auditif s'ils entendent, mais de la oreille... Donc on peut dire, je pense que Aragog ne l'entend pas de cette oreille. De ce conduit auditif. Oh, putain, ne vous inquiétez pas, on va avancer. Aragog explique que ses fils et ses filles ne font jamais de mal à Hagrid, mais qu'autrement, si de la viande fraîche s'offre à eux, il ne peut pas les empêcher d'en profiter. Et sur ce, il leur dit adieu. Je trouve qu'à ce moment-là, Aragog, il abuse un peu, parce qu'il dit qu'il peut pas les empêcher, alors que bon, ils obéissent un peu au doigt et à l'œil d'Aragog. Mais bon, passons. Je répète que tu l'as fait quand même une deuxième fois cette blague, parce que la première fois était pas super réussie. C'est pas une blague, c'est une, oui, non, mais c'est une réflexion. Harry se retourne et face à lui, un mur d'araignées claque leurs pinces. Il sort sa baguette magique par réflexe, même s'il sait d'avance que les araignées sont beaucoup trop nombreuses. Donc là, on voit l'utilité qu'aurait eu la cape d'invisibilité. Bah après, je me dis que aussi avec la cape, peut-être qu'il serait jamais fait capturer par les araignées, et peut-être que suivre les araignées au sol, ça aurait été trop juste pour trouver la fosse. Et puis dans tous les cas, pour se retrouver face à Aragog, il se serait mis en danger, tu vois. Mm-hmm. Enfin, je sais pas. Pour autant, Harry est déterminé à ne pas se laisser faire et à mourir en combattant. Un vrai Gryffondor, ce Harry. Même à 12 ans. À ce même moment, un énorme bruit retentit et une lumière puissante éclaire la scène. C'est la voiture qui descend la pente de la fosse à toute vitesse en klaxonnant et en écrasant les araignées sur son passage. Bientôt, le véhicule arrive au niveau des personnages. Harry hurle à Ron d'attraper Croque-Dur et ils se réfugient tous trois dans la voiture. Sans que Ron ait besoin de conduire, la voiture s'élance en avant en écrasant d'autres araignées sur leur passage. Ils montent la pente à toute vitesse avant de s'enfoncer dans la forêt épaisse. Harry jette un regard à Ron, ses yeux sont rentrés dans leurs orbites et il est toujours étrangement muet. Sur la banquette, Croque-Dur, lui, il hurle à la mort. Après un trajet chaotique, ils arrivent bientôt en lisière de forêt interdite et la voiture s'arrête brusquement. Croque-Dur se précipite hors de la voiture et vers la cabane, la queue entre les jambes. Ron, quant à lui, il met une bonne minute à retrouver ses esprits et à sortir enfin de la voiture. Je crois qu'il est mort à l'intérieur de lui un peu. Ron. Ils ont un peu tous la queue entre les jambes. Jugez-la, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Harry donne ensuite une petite tape à la voiture qui disparaît une nouvelle fois dans la forêt interdite. Je me suis demandé s'il y avait une fanfiction sur les aventures de la Ford Anglia dans la forêt interdite. Mais je crois que je me suis déjà posé cette question. Je sais pas, peut-être. Hein, je pense que toutes les fanfictions qu'on peut imaginer existent. Et même celles dont on ne peut pas imaginer existent. Ouais, parce qu'encore une fois, comme je disais, Rowling, elle voulait réutiliser la voiture, puis finalement, elle l'a pas fait. Ce qui fait que les possibilités sont énormes, tu vois. Elle est retournée à l'état sauvage dans la forêt interdite, et en même temps, elle a une espèce de conscience magique. Tu peux inventer plein de choses. Mm. Je crois que je m'étais posé la question, justement, dans le chapitre où Harry et Ron utilisent la voiture. Harry reprend sa cape d'invisibilité dans la cabane. Croque-Dur s'est réfugié sous une couverture dans son panier. En ressortant, Harry voit Ron vomir dans le jardin. Après s'être essuyé la bouche, Ron dit qu'il pardonnera jamais à Hagrid.
Et honnêtement, moi je trouve que Ron il a raison parce que c'était complètement inconscient de la part de Hagrid, on est d'accord quand même. Ouais, mais c'est parce que Hagrid il pense jamais à mal. Que ces créatures ne peuvent pas faire du mal alors qu'ils se trompent complètement. Harry suppose que Hagrid devait penser que Aragog ne s'en prendrait pas à ses amis, tu vois. Harry il pense comme toi, tu vois. Mais Ron dit que c'est précisément ça le problème avec Hagrid, et puis qu'en plus de ça, ils ont rien appris en suivant son conseil. Mais Harry dit que si, maintenant ils savent que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets. Ron est moyen convaincu parce que faire éclore secrètement une acromantule était pas vraiment la définition de l'innocence à ses yeux. Alors pareil, il a raison parce que, franchement, Aragog c'est un réel danger à Poudlard. Parce qu'il attaque pas Hagrid, parce que c'est son ami, mais franchement, Aragog il aurait pu tuer des élèves, hein. Enfin... Puis même le fait de rester dans la forêt interdite, ça reste un danger. Le fait de lui avoir amené une épouse, ça reste un danger. Donc Hagrid, il a pas géré pour le coup. Finalement, il se retrouve à Azkaban pour un crime qu'il a pas commis, mais aussi pour plein de crimes dont il aurait pu être le responsable. Mais avec un concours de circonstances bien heureux, il s'est jamais retrouvé impliqué dans quoi que ce soit en fait. Sous la cape d'invisibilité, Harry et Ron regagnent discrètement la salle commune de Gryffondor. Ron se laisse tomber tout habillé sur son lit. Harry, lui, n'a pas sommeil et il repense à ce que l'aura raconté Aragog. Le monstre de la chambre des secrets semble être une sorte de Voldemort animal que personne n'ose nommer. C'est le petit passage dont je faisais mention tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ils ignoraient encore tous de quoi il s'agissait. Visiblement, Jedusor s'était trompé de coupable et le véritable héritier s'en était sorti et il avait peut-être même recommencé 50 ans plus tard. Alors qu'il commence à s'endormir, une idée survient soudainement dans l'esprit de Harry. Il réveille Ron pour lui en faire part. Et si la fille qui était morte dans les toilettes s'y trouvait toujours ? Et Ron, qui semble comprendre peu à peu, il lui demande « Tu penses à Mimi Géniard ?» Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre. Merci Marina. Mais de rien. Alors, J.K. Rowling a nommé ce chapitre tout simplement Aragog, et toi, comment tu le renommerais ? Je l'aurais renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 15, Christine, la force Anglia. Ah, pas mal, pas mal. Film d'épouvante avec une voiture tueuse adaptée de Stephen King. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour Coucou, ceux qui n'auraient pas la ref. C'est un film des années 80, quoi, ça date. Ouais, c'est ça. Et toi, Marina, comment t'aurais renommé le chapitre ? Plus simplement, il n'y a pas de sous-entendu cinématographique. C'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 15, le cauchemar éveillé de Ron. Parce que ça aurait été mon cauchemar aussi. Et dans ce chapitre, est-ce que tu as un personnage que tu as aimé détester ou aimé tout simplement ? Aimé et un peu de pitié aussi, du coup j'ai choisi Croque-Dur. Ah, toi aussi, non ? Non. Ah, donc ouais, parce que le pauvre il a rien demandé, il subit tout. J'ai trop de tendresse pour Croque-Dur dans ce chapitre. Ah ouais. Bon, en permanence, Croque-Dur. Ouais. Et toi ? Alors moi, c'est deux personnages, enfin c'est Ron et Harry, parce que, ok, on dit toujours que ce sont des petites fouinasses et qu'ils se mêlent toujours de choses dont ils ne devraient pas se mêler, mais ils sont quand même très courageux parce que à 12 ans, ouais c'est ça, ils ont 12 ans au moment de la Chambre des Secrets, est-ce qu'on aurait pu faire tout ça ? La réponse est non. Moi, je jouais aux Sims dans ma chambre comme une grosse geek. Après, c'est surtout Harry, parce que Ron, il est un peu comme Croque-Dur, quoi. Ouais, mais il a le courage d'y aller quand même. Oui, par contre, il y va. Ouais. Tu vois, il vomit de peur, mais il l'a fait. Quand même, il était là. Donc, on applaudit son courage. T'as déjà vomi de peur ? C'est en off ou en on ? Non, en on. Je pense que ça intéresse les auditeurs. C'est chaud de vomir de peur. J'ai vomi pour plein de raisons, mais pas pour ça. Pareil. Ils sont super contents de le savoir, du coup. Et après 2 semaines d'absence, on est très heureux de vous entendre et de vous lire à nouveau. Place à la volière. Et nous écoutons un premier hibou sonore de Julia.
Salut la fréquence, j'en profite que ce soit la pub puisqu'il y a Harry Potter à la télé ce soir, on est mardi, pour vous poser une petite question par rapport à la fuite de Gringotts de Harry, Hermione et Ron. Je sais pas si vous avez déjà répondu à cette question, donc j'espère que je vous ferai pas répéter quelque chose que vous avez déjà dit. Mais je voulais savoir si c'était normal que personne ait réagi, puisque je crois que personne n'a réagi, au fait que un dragon était en train de voler dans le ciel de Londres, parce qu'il me semble qu'il survole Londres quand même à un moment donné, et ça fait réagir absolument personne, alors que je crois pas que ce soit vraiment la nuit, mais normalement il devrait y avoir des moldus qui est remarqué. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire là-dessus, et j'aime beaucoup ce que vous faites, et je suis très contente, et j'espère que vous passez une bonne soirée à regarder le film. Voilà, bisous! Merci beaucoup Julia pour ton hibou sonore. Alors pourquoi personne ne réagit quand il s'échappe de Gringotts sur le dragon? Alors moi je me suis dit que à ce moment-là quand même le ministère de la magie il collabore avec Voldemort. Donc tout le ministère est infecté quelque part. Et je pense qu'il faut cacher le fait qu'il y a une résistance et que la résistance s'est échappée à d'autres dragons de Gringotts en volant un Horcrux, etc., etc. Donc je pense que tout est fait pour étouffer les actions de Harry, si bien que forcément qu'il y a des moldus qui ont vu ce qui se passait, quoi. Ils se sont échappés quand même de Londres à d'autres dragons en plein jour. Mais tout ça s'est fait un peu en catimini, en catastrophe. Alors après, ça se trouve, ils en ont parlé dans la presse, mais on est tellement... on est tellement en dehors de la réalité des choses, etc., que on le sait pas parce qu'on suit le point de vue de Harry, Ron et Hermione. Donc en fait, on sait pas si vraiment ça a fait les gros titres dans les journaux, etc. Mais après, je me dis, le ministère a plutôt intérêt à ce que on n'en entende pas parler, ou alors pour faire porter le chapeau en fait à quelqu'un d'autre. Mais ça reste quand même un acte de la résistance, donc il faut plutôt étouffer l'affaire, je pense. Et ce qui facilite les choses aussi, c'est que la saga de J.K., elle se passe dans les années 90, et que dans les années 90, on n'est pas encore dans l'immédiateté des médias, des réseaux. Je pense que la magie, elle aurait été beaucoup plus difficile à cacher si la saga avait été écrite dans nos années, en fait. Avec tout ce qui est Twitter, Instagram et compagnie, on a tout le temps notre téléphone à la main pour prendre une photo tout de suite. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Mm. Il y a ça. Ouais, les moldus sont un peu moins dangereux c'est ça. Pour ça, en fait. Mais non, je pense qu'il y a eu des oubliettes et compagnie. Mais par exemple, je compare avec Harry et Ron qui se sont envolés en Fort d'Anglia et ça a fait la une du sorcier du soir, ouais, je crois que c'est ça le nom du journal. Là, pour le coup, la Gazette du sorcier, elle est libre de publier un peu ce qu'elle veut. Alors que là, elle est assujettie à la dictature de Voldemort, ce qui fait que il y a de la censure. Il y a de la censure, donc j'imagine très bien des mange-morts qui leur disent non, parlez pas de ça, c'est Harry Potter, il faut pas en parler, ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est surtout aussi au niveau des moldus, elle se pose des questions surtout au niveau des moldus qui ont vu un dragon, et là c'est pas normal. Oubliettes en masse. Mais du coup la question c'est aujourd'hui, maintenant, tu fais un oubliette sur une personne, d'accord, mais si cette personne elle a pris une vidéo ou des photos, comment ça se passe? Avada Kedavra. Ouais, mais il faut détruire le portable aussi, alors. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que les sorciers, là, imaginons, on est dans la réalité parallèle. Imagine, ils font des stories en direct. Comment ça se passe? Je suis sûr qu'il y a un nouveau département qui s'est créé au ministère de la magie pour, tu vois, les nouvelles technologies. Ouais, sur les nouvelles technologies et tout. Ça se trouve, il y a des hackers sorciers. Allez, on passe tout de suite à un second hibou sonore, celui de Mouni. Coucou Marina et Jérémy, c'est Mouni dans Lumos pour un Moldu. Voilà, je voulais réagir à votre dernier podcast sur le journal un peu trop intime. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas là une référence au livre que Hitler a écrit en prison, Mein Kampf, mon combat. Voilà, parce que en effet, c'est un journal dans lequel il déverse toute sa haine contre les Juifs et qui sera utilisé plus tard
voilà, pour son parti politique. Et donc, je me suis dit, si Jedusor n'aurait pas déversé toute sa haine contre les Moldus avant de devenir Voldemort, et que ce livre influence un peu tous les esprits influençables comme Ginny, parce qu'au final, c'est Ginny qui ouvre la chambre des secrets et non pas Voldemort, parce qu'elle est influencée par tout ce qu'a pu écrire ce Tom Jedusor très séduisant. Voilà, une bonne journée. Merci Mouni pour ton hibou sonore. Alors, est-ce que le journal intime de Jedusor pourrait être une espèce de métaphore du pamphlet de Hitler ? Oui, je pense que oui, mais en tout cas la métaphore, justement, j'ai dit dictature à l'instant, quelques secondes plus tôt, mais c'est vrai, en fait, on pourrait voir le règne et la dictature de Voldemort. On peut très bien faire l'allégorie avec la Seconde Guerre mondiale. Et de toute façon, c'est voulu, le fait qu'on fasse ce rapprochement. J.K. Rowling a pensé à la dictature de Voldemort comme la dictature hitlérienne, non ? Bah, en tout cas, j'ai toujours pensé en ce sens. Oh bah oui, je pense. En tout cas, il y a des liens certains avec ce système de race pure. Hein. C'est-à-dire que Voldemort, il veut épurer la communauté des sorciers. Il veut évacuer les sangs impurs. Pour mettre en avant la race aryenne des sorciers de sang pur. Donc forcément, il y a énormément de ponts et de liens entre le régime fasciste et l'idéal, l'espèce d'utopie morbide de Voldemort, ça c'est clair. Et c'est voulu, hein. Très clairement, c'est voulu. Et par contre, c'est vrai que j'avais jamais fait un peu le lien entre le journal et puis ce fameux livre d'Hitler qu'il avait écrit en prison. Ouais, alors après je dirais juste que le journal, c'est un journal d'ado, alors que bon, de la part de Hitler, c'est déjà l'œuvre d'un esprit extrêmement dérangé. Bon, pour Voldemort aussi, mais je dirais qu'il y a une différence d'âge quand même. Mais clairement, ce genre de métaphore fonctionne à chaque fois. Mais après, le journal, sauf erreur de ma part, c'est pas un journal où il a réellement écrit. C'est un journal qui contient les souvenirs de Voldemort en tant que Tom Jedusor. Il a pas... il a pas développé des théories sur la race suprême des sorciers qui devrait vaincre les Némoldus. Bah après, il a pas posé ses idées il a pas posé ses idées sur ce journal. C'est vrai, et en même temps, le lien qui peut exister entre les deux, c'est que c'est une notice d'emploi. Les deux, tu vois, c'est parce que dans cet écrit horrible, Hitler expliquait comment on pourrait épurer, et Tom Jedusor fait exactement la même chose. Il suffit d'ouvrir la chambre des secrets. Je vais te montrer comment faire. Oui, c'est vrai. Il y a cet aspect-là, je trouve, mais une petite similitude. Oui, ouais, complètement. Mais après, j'ai envie de dire, sur un ton plus léger, je trouve que ça nous fait plus penser à MSN. Et nous passons au hibou d'Adèle. Adèle qui nous écrit de Vancouver. Coucou la fréquence, on sait que ce n'est pas possible de créer de la nourriture. Cependant, au début du 2e tome, après que Ron et Harry s'écrasent avec la voiture volante, McGonagall fait apparaître des sandwichs qui se renouvellent au fur et à mesure. Ce qui devrait normalement être impossible, non? Est-ce un oubli de JK ou moi qui ai mal compris? Alors merci tout d'abord Adèle pour ton hibou. Je pense tout simplement qu'elle fait apparaître les sandwichs de la cuisine en fait, que ce sont les elfes qui préparent des sandwichs au fur et à mesure et par un quelconque sortilège, elle fait apparaître la nourriture. Ouais, c'est ça, c'est qu'on peut pas créer la nourriture par magie, mais on peut très bien la faire apparaître. Et je pense que c'est ce que McGonagall fait. Oui, c'est ça, je pense. Un peu comme quand le banquet apparaît d'un seul coup sur les tables. La nourriture est pas créée, on le sait, on va l'apprendre plus tard, elle est cuisinée par les elfes de maison. Donc là, c'est exactement pareil. Un prochain hibou de Alaïs. Bonjour Jérémy et Marina, j'ai une question. Est-ce que le tableau de Rogue dans le bureau des directeurs peut lire dans les pensées puisque Rogue est un Legilimens? Je vous adore, merci d'avance. Alors merci Alaïs pour ton hibou. Moi je dirais que non, parce que ça reste le portrait de Rogue, et en cela... Je les rapproche un peu des fantômes, par exemple. C'est que ce n'est que l'empreinte
de ce qu'étaient ces sorciers-là au temps de leur vivant. C'est-à-dire que Rogue ne vit pas à travers son tableau, c'est juste une trace de quand il était vivant. Et je pense pas qu'à travers un tableau, un sorcier garde des capacités magiques. C'est-à-dire que même si Dumbledore, par exemple, est un puissant sorcier, tout ce qu'il peut faire, c'est parler, en fait. Et il peut pas utiliser les pouvoirs qu'il a emmagasinés pendant toute sa vie à travers son tableau après sa mort. Donc je dirais la même chose de Rogue. Sinon, des tableaux, ça pourrait être des objets très dangereux, limite des objets de magie noire. Bah ouais, parce que oui, c'est ça, les mages noirs qui se font peindre. Bah oui. Ouais. Donc je dirais que non, je pense que ça reste une espèce de miroir désincarné de ce qu'étaient les vivants et qui se reflètent après leur mort. Mais ça, c'est très limité, et c'est pour ça que même moi, je pense que c'est dangereux, en fait, les tableaux, un peu comme la pierre de résurrection, en fait. Et nous passons au hibou de Paul. Je vous envoie un mail pour vous demander, à votre avis, comment l'école de Poudlard a été construite par les créateurs. Ils n'ont pas pu se rencontrer par hasard et en même temps, ça me paraît bizarre qu'ils se soient donné rendez-vous. Merci Paul pour ton hibou. Alors ils se sont peut-être donné rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même endroit, pour créer Poudlard, je ne sais pas. Paul, tu as le droit de nous envoyer une beuglante. Visiblement, tu n'es pas respecté dans cette émission. Je sais pas, Patrick Bruel a peut-être la réponse. On a compris. Mais non, mais c'est pour les plus jeunes qui n'ont pas compris. La tartine, une couche, 2 couches, 3 couches. Alors je sais pas, peut-être que cette question trouve une réponse dans les fan-films. Non, il n'y a pas un fan-film qui s'appelle Les Fondateurs. Ouais, alors après ça reste de la fanfiction. Donc... Oui, mais on peut imaginer parce qu'il n'y a pas d'écrit de J.K. Rowling sur ça. Alors pas Sauf erreur de ma part. Pas de J.K. Rowling, mais il y a bien eu un article sur Pottermore publié en 2017 sur la création de Poudlard. Il a fait ses recherches. Alors après, encore une fois, donc ça fait partie de ces articles un peu, comment dire, que j'ai jamais vraiment su comment approcher, parce que moi j'aime bien les textes de J.K. Rowling. Après, quand c'est des textes qui apportent des choses nouvelles mais qui sont pas écrits par J.K. Rowling, on peut très bien se dire, bah voilà, ça n'existe pas. Bon, il faut dire que ça raconte pas non plus des choses extrêmement nouvelles. En fait, on y apprend que les 4 créateurs, c'était en fait des amis de longue date et qui se sont rassemblés pour créer l'école. Donc ils se sont pas rencontrés par hasard, ils étaient amis avant de se dire tiens, il faudrait qu'on fasse une école. Et donc tout ça, c'était au Xe siècle, une époque en fait où les sorciers étaient farouchement persécutés par les moldus. Donc c'était aussi pour se cacher des moldus et pour former les jeunes sorciers en sécurité en fait qu'ils ont créé Poudlard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par contre dans cet écrit-là, c'est qu'on apprend pourquoi Poudlard. En tout cas, il y a une théorie autour du mot Poudlard. Enfin, en anglais, c'est Hogwarts, et Poudlard, c'est quasiment littéral dans la traduction. Ou Hogwarts en français. C'est le Poudlard, et Hogwarts, c'est à peu près pareil, quoi. Donc, et en fait, pour l'anecdote, le mot Poudlard, ça aurait été une idée de Rowena Serdaigle, après qu'elle ait rêvé d'un cochon couvert de verrues qui l'aurait guidé vers le lieu du château. Mais c'est une légende qui n'a jamais été sourcée, donc c'est pour ça, par exemple, l'article se mouille pas trop. En fait, c'est pas Rowling qui écrit ça, c'était une de ses idées, mais on sait pas. Donc ça reste une légende. Voilà, c'est Rowena Serdaigle qui aurait rêvé de ce port couvert de verrues, Hogwarts, Poudlard, et c'est pour ça que le château a trouvé ce nom. Mais moi, j'ai une info complémentaire. Est-ce que tu connais l'adresse postale de Poudlard ? Bah, est-ce qu'il y en a une ? Bah oui, place des grands hommes. Ça, c'était la 3e couche dont je parlais tout à l'heure. Vous avez le droit de m'envoyer des beuglantes à cause de mon humour. Bah, Paul, surtout. Comment ? Paul, surtout. Désolé, Paul. Allez, un prochain hibou de Camille. Salut à vous, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez lu Harry Potter et l'enfant maudit, et si oui, quel est votre avis ? Mon avis est assez dur, mais pour ma part, je trouve que ce livre ne devrait pas exister. Il m'a beaucoup déçu et je trouve qu'il gâche la fin de Harry Potter en faisant revenir le méchant encore une fois. Ouais, je suis d'accord. Tout est prévisible dans ce livre, comme le fait que le fils de Harry aille à Serpentard et qu'il soit ami avec le fils de Drago Malfoy. Après, ce sont seulement les dialogues de la pièce de théâtre, donc c'est normal qu'il soit moins bien que les originaux, mais je n'aime pas du tout cette suite,
Merci beaucoup. Alors, on a déjà pas mal parlé de l'enfant maudit, mais on peut peut-être faire une courte synthèse. Moi, ma synthèse, elle va être hyper courte. Je l'ai lu, je l'ai oublié. Mais pas oublié parce que j'ai voulu l'oublier, je sais qu'un des fils d'Harry Potter est allé à Serpentard. Bah, Albus, ouais. Que Bellatrix a eu un enfant avec Voldemort. Ouais. Et c'est tout. Il y a eu une histoire de retour de temps, mais je saurais pas te dire en détail, je saurais pas te résumer en détail le livre. Impossible. Alors, par contre, Camille, comme tu dis, ce sont, entre guillemets, que des dialogues. C'est presque un outil pour l'œuvre dans sa globalité, qui est en fait une pièce de théâtre. Et une pièce de théâtre qui apparemment, dont nous, malheureusement Marina et moi on n'a pas encore eu la chance de pouvoir la voir, mais il paraît que la mise en scène, les effets visuels, le jeu des acteurs, après il y a plusieurs castings maintenant, mais il paraît que c'est vraiment un spectacle. Donc c'est aussi à remettre en contexte, c'est que la pièce a été faite pour que ça soit un spectacle à voir sur scène. Donc je pense que tant qu'on n'a pas vu sur scène, on n'a pas expérimenté à 100% ce qu'est l'enfant maudit. Bah, après, c'est là que nos avis diffèrent un peu. Je sais qu'on avait prévu d'aller à Londres, mais bon, après, il y a eu des événements que l'on connaît. Mais on aurait peut-être vu aujourd'hui la pièce si il n'y avait pas eu le coronavirus. Ouais, c'est ça. Mais justement, on se posait la question toi, tu voudrais aller voir la pièce. Ah ouais. La pièce, il faut préciser qu'on peut la voir en 2 fois parce qu'elle dure 6 heures. Elle est très très longue. Moi, je suis un peu moins motivée pour aller la voir. Sincèrement, peut-être que c'est un très beau spectacle, mais il faudrait que je fasse un travail sur c'est pas vraiment Harry Potter. C'est pas une de mes priorités d'aller voir la pièce. C'est pas ton Harry Potter à toi des livres. Non. Après, je pense que si le texte, je l'avais trouvé génial, je pense que aujourd'hui, là en 2020, je l'aurais vu au moins 2 fois la pièce. J'aurais mis l'argent, l'énergie pour aller la voir. Si aussi des années après, personnellement en tant que fan, je l'ai pas vu, c'est parce que effectivement le récit, je ne l'aime pas du tout. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'avais pas envie de voir la suite en revenant avec des retourneurs de temps dans l'histoire qu'on connaît déjà, en réécrivant certains personnages de façon complètement bancale. Le fait que Bellatrix et Voldemort aient fait un enfant, impossible. Je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Le fait qu'on revienne aussi sur ce que les retourneurs de temps sont, ce qu'ils peuvent faire, ça remet plein de choses en question, et tout ça en plus pour rien. Enfin, c'est inutile en fait. Moi, j'aurais aimé que ça développe sur l'après, sur c'est quoi être la génération après Harry Potter, etc. De créer des autres personnages et de revenir en arrière et tout. Enfin, pour moi, il y a rien qui va dans l'histoire. Je n'aime pas du tout cette histoire. Mais après, j'ai envie de donner la chance à la mise en scène, etc. Et je pense que je la regarderai en essayant de faire la distinction entre le récit, qui de toute façon me plaira pas, parce que même si c'est sur scène, le récit reste le même, mais avec le spectacle, et surtout ils investissent des théâtres qui sont magnifiques. Franchement, c'est des lieux magiques, et voilà, il faut juste essayer de faire ce travail cérébral quand on n'aime pas le texte, d'aller voir un show. Travail cérébral, c'est un investissement de temps et d'argent, cette pièce, hein, aussi. Ça fait un peu mal aux fesses si tu vas voir la pièce et qu'elle ne te plaît pas, hein, parce que déjà le temps est très long, faut être motivé, même si tu la vois en 2 parties, c'est quand même 3 heures. Et c'est assez cher, hein. Je sais plus, on avait regardé Ça dépend ton siège. Mais... C'est assez... Bah, si tu veux une bonne place, il faut vraiment... si tu veux pas être tout au fond de la salle de théâtre, il faut mettre le budget. Et quand tu voyages à Londres, c'est une ville qui est très chère. Faut un budget conséquent si on veut faire les studios plus la pièce de théâtre. Et en plus, oui, ça prend énormément de temps. Encore les studios, ça prend une journée. La pièce, c'est pareil aussi. Faut vraiment faire un séjour Harry Potter. Ah, c'est vrai qu'à titre personnel, je préfère, quitte à choisir, si on doit faire le choix, je préfère revenir au studio que de découvrir la pièce de théâtre. Complètement. Mais après, y a des fans qui aiment cette pièce, et heureusement d'ailleurs. Ouais, qui aiment la mise en scène, mais pas seulement, qui aiment le texte aussi, etc. Voilà, moi j'ai décidé d'écarter complètement... pour moi, ça n'existe pas en fait dans mon Harry Potter à moi, ça n'existe pas. Il y a pas eu tout ça, quoi. Mais voilà, enfin chacun de toute façon fait ce qu'il veut avec sa passion d'Harry Potter. Et nous passons au dernier hibou de Pierre.
Salut, j'adore ce que vous faites, c'est top, et j'ai une petite question. Que pensez-vous de la théorie du lien fraternel ? Merci beaucoup pour ton hibou, Pierre. Alors Marina va nous dire tout de suite ce qu'est cette théorie du lien fraternel. Non, je parlerai pas, c'est toi de dire. Bah, je pense qu'elle est trop tirée par les cheveux. Marina ne sait pas ce qu'est la théorie du lien fraternel. Non, t'en as jamais entendu parler ? Non. Alors c'est une théorie selon laquelle en fait Harry et Hermione seraient frères et sœurs. Pardon. C'est ta réaction naturelle, ça ? Ouais, c'est une théorie qui avait été très populaire à un moment donné, assez tôt, hein, quand les livres sortaient. T'en as jamais entendu parler ? Bah, ça me dit rien du tout, non ? Ok. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement dégonflé, hein, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Mais c'est une théorie qui avait ses adorateurs quand même. Alors, il y a plusieurs éléments à ça. En fait, le premier, c'est que en soi, c'est pas impossible niveau date, parce que Hermione, elle est née le 19 septembre 1979 et Harry le 31 juillet 80. Donc, en termes de date, ils pourraient être frères et sœurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que alors pourquoi Répète les dates. Hein ? Répète les dates. Hermione, elle est née le 19 septembre 79. Harry le 31 juillet 80. Bah non, c'est impossible. Si, c'est possible. Ils pourraient pas être frères et sœurs. Si, parce que, imaginons, Hermione, elle est née le 19 septembre 79, Lily tombe enceinte au mois d'octobre 79, Harry est né le 31 juillet et ça fait plus que 9 mois. Faut que le corps de la femme aussi accepte une grossesse, je sais que ça existe, mais bon... C'est pas impossible. Ouais. Je veux dire, le canon là-dessus te Ok. dit pas que c'est pas possible. Mais oui, c'est sportif, on va dire. Ouais. Alors, pourquoi Hermione serait la sœur cachée de Harry ? C'est là où ça commence un peu à être tordu. C'est qu'en fait, elle aurait été cachée après que Dumbledore ait entendu la prophétie. Elle aurait été protégée par Sirius. Et c'est pour ça que Pettigrew est devenu le gardien du secret. Hermione, elle a été confiée à des moldus dont la mémoire a été modifiée pour que les moldus pensent que c'est leur fille, en fait. Et si tu veux, ils auraient fait tout ça parce que, en fait, à Poudlard, elle aurait agi comme protection magique. De la même façon que Pétunia a privé de Drive. Tu vois, Dumbledore, il parvient à faire une protection magique parce que Pétunia, elle a le sang de Lily. Mhm. Et en fait, Dumbledore, il aurait accepté que Harry vienne à Poudlard uniquement parce qu'il a créé tout un stratagème pour que Hermione soit à ses côtés et que Hermione ait le sang de Lily dans ses veines. Donc, en fait, Hermione protège Harry sans que Harry le sache. Mhm. Et son identité à Hermione est restée secrète pour éviter que Voldemort la prenne parce que forcément, Voldemort, il peut entendre dans la tête de Harry. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, voilà, ça serait notre avis, c'est que c'est complètement tiré par les cheveux. Et en plus, selon cette théorie, c'est Hermione est au courant. C'est-à-dire Hermione, elle agit consciemment comme la protectrice, la sœur cachée de Harry. C'est une sacrée bonne actrice, hein. Ouais. Et par exemple, c'est là où tu peux trouver sur internet plein de trucs, genre oui, pourquoi Hermione, c'est pas un peu gros qu'elle vienne dans le compartiment en disant que Neville a perdu Trevor, pourquoi elle s'occupe de Trevor, mais en fait c'est juste un moyen de rentrer en contact avec son frère et tout. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est limite une fanfiction. C'est limite une fanfiction, ouais. Tu peux réécrire Harry Potter avec Hermione qui est la sœur de Harry, complètement. Donc bon, déjà c'est une théorie qui s'est révélée fausse. Enfin, pour moi, ça s'est révélé faux parce que c'est tellement gros que si c'était vrai, on l'aurait appris à un moment donné. Et puis c'est tiré par les cheveux, comme a dit Marina, avant même qu'elle sache de quoi il s'agissait. Et ça, c'est beau. Ça, c'est le talent. Et voilà, c'est terminé pour la volière. Du fait qu'on espace la sortie de nos épisodes, on est obligé de trier les hiboux encore un peu plus que d'habitude, mais on tient quand même à remercier tous ceux qui nous ont contactés récemment. Merci à Alizé, à Naé, Cassis, Rafa, à Flavien pour son hibou sur le fait que Dumbledore n'ait pas trouvé la chambre des secrets, à Charlotte qui a alterné entre Harry Potter à la télé et notre podcast, et à Jessica. Merci également à Eva, à Nathalie, à Antea, qui a fait un beau marathon de notre fréquence. Merci à toi et bravo. Ouais, bravo de nous avoir écoutés pendant tant d'heures. Je sais pas comment elle a fait. Ouais, moi, je pourrais pas nous écouter. Non, c'est pas possible. C'est toujours surprenant quand on nous dit j'ai rattrapé vos épisodes en 2 semaines. Oh
Oh là là, Non, mais parfois, c'est en 3-4 jours. On se dit, mais comment je crois que je nous détesterais, en fait. Je finis à la Chartreuse de Dijon. Bonjour à tous les Bourguignons qui comprendront cette vanne. Là, par exemple, tu un vois, silence gênant. c'est un moment où, tu vois, je trouverais ça limite, tu vois. Ou tu sais, t'appuies sur... tu fermes ton application de podcast et tu jettes ton téléphone à travers la fenêtre. Quand c'est la 10e blague de ce genre dans la journée. Merci à Sarah, à Lola, à Maïva qu'on accompagne dans son labo d'analyse, quand même. À Sigrid et sa petite sœur, à Shtunsha pour son commentaire sur Percy, à Noah, à Floriane qui s'inquiétait de ne plus entendre notre chat. Ne t'inquiète pas. Elle est bien là. C'est sauf qu'on a trouvé une stratégie pour réussir à ne plus l'entendre. Elle est plus discrète qu'avant, mais elle est toujours là, t'inquiète pas. Elle est encore bien vivante, ne t'inquiète pas. Merci aussi à Leila pour son commentaire sur Rogue, à Lélo et à Julien. Si vous avez une question ou que vous souhaitez rebondir par rapport à un épisode, n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou en message privé sur nos réseaux sociaux et on vous citera peut-être dans la prochaine volière. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. On a également un groupe privé sur Facebook pour discuter avec nous et d'autres auditeurs entre la sortie des épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre un peu partout si c'est pas encore le cas. Les liens sont comme à chaque fois en description. Pour rappel, notre podcast est une passion que l'on fait bénévolement, donc pourquoi pas nous soutenir dans des projets ou encore l'achat de matériel. Pour ça, on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous aider avec quelques galions. Grâce au premier soutien, on a financé des cartes de visite et des affiches qu'on envoie aux tipeurs du mois de mai et du mois de juin. Pour ceux qui nous ont soutenus en mai, les expéditions sont en cours. Et autrement, il est toujours possible de nous soutenir avant la fin juin pour vous aussi profiter de ces petits goodies. Comme d'habitude, on cite avec beaucoup de plaisir tous nos tipeurs du moment. Merci à Hélène, à Manon, Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien, l'arithmancien, Yonde, Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calmar Robot, Mathilde, Cécile et Lucie. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien. On espère que ce nouveau chapitre vous a plu. C'était une nouvelle fois un grand plaisir de partager avec vous cette relecture de la Chambre des Secrets. Et on s'approche d'ailleurs petit à petit de la fin. Ouais, le prochain épisode, ça sera déjà le chapitre 16 au titre éponyme, La Chambre des Secrets. En tout cas, on a hâte de vous retrouver dans 15 jours pour poursuivre ce tome 2. N'oubliez pas les petites étoiles et le commentaire si vous êtes sur l'appli podcast de votre iPhone Moldu. Et aussi de parler de notre podcast autour de vous si vous appréciez l'écouter. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.